Juste écouter ce moment, j'ai mis la minute exacte. Tac, tac. Mais oui, la violence de l'extrême. On a fait un jump, hein, les mecs. On a fait un bond de 30 minutes parce que j'avais vraiment noté ce moment précis, que j'avais besoin de commenter ce moment-là parce que Raphaël Arnaud s'est fait attraper la veille sur Twitter parce que justement, il a parlé de ça comme si ça sous-entendait que Quentin l'avait finalement bien cherché alors que ce n'est pas ce qu'il dit. On écoute ce moment, les mecs. On écoute ce moment, c'est important. Dans ce pays. Et là où j'ai compris, là où on a compris, parce que évidemment, c'est pas à moi individuellement, Écoute. là où on a compris, nous les antifascistes, qu'il y a eu un tournant, c'est Martine Aramburu dans les rues de Paris. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des violences d'extrême droite en amont, le joueur de rugby, voilà, le joueur de rugby international qui s'est fait assassiner dans les rues de Paris en 2022, c'est qu'on a 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. C'est vrai. Donc la tension politique et médiatique est on ne peut plus forte. C'est le moment où peut-être il y a le plus d'attention, encore une fois, politique et médiatique dans le pays. Je sais même pas si c'est... Attends, mais c'est le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Je sais même pas si ce moment-là avait tué en quelque sorte le deuxième tour en mode Marine Le Pen, on a peur de l'extrême droite, du coup on évite de voter pour elle. Je sais pas si c'est ce moment-là qui a tué son second tour à elle en tout cas. Parce que je vous rappelle, c'est un joueur de rugby argentin, international, il était connu en France, en tout cas pour les fans de rugby, hein, il était plutôt connu, peut-être apprécié aussi, et comme il l'a expliqué, à 3 semaines du premier tour de la présidentielle, le mec il a été assassiné dans les rues de Paris, les mecs. Donc là on te parle même pas d'une bagarre, on te parle pas d'un affrontement entre groupes politiques, hein, rien à voir, hein. On te parle d'une chasse à l'homme, ça l'a chassé frère. Là, on parle de militants du GUD, donc l'organisation d'extrême droite qui a été, je crois, dissoute depuis un petit moment. Ça l'a poursuivi à travers les rues de Paris. On est à 3 semaines du premier tour des présidentielles, les mecs. C'était dingue. C'était dingue. Alors, personne n'en a parlé. Moi, je me rappelle, parce que je commençais à streamer de la politique à l'époque, deuxième tour des présidentielles. Moi, je me rappelle, les médias ont parlé de cette histoire, mais c'était vraiment la rubrique faits divers. Genre vraiment, c'était faits divers, on n'en parle pas trop, c'est pas un scandale national, basta. Parce qu'on était à 3 semaines du premier tour des présidentielles, donc du coup, tous les médias étaient en mode présidentiel. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça, que de ça, que de ça. Et n'oublions pas aussi une chose, les amis, hein. N'oublions pas aussi une chose, c'est qu'il y avait aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. N'oublions pas ça, les mecs. N'oublions pas ça. Mars 2022. Ne l'oublions pas. Donc oui, les médias aussi parlaient beaucoup de la Russie, de l'Ukraine, etc. C'était un bordel, les mecs. Hein. Et c'était un bordel. Donc là, ils étaient en mode bagarre, pas assassinat. Alors moi, il me semble que c'était qualifié en assassinat, les mecs. Hein. Parce que moi, de ce que j'ai compris, ça l'a poursuivi dans les rues de Paris et tout. Donc je crois que c'est un assassinat. Hein. Parce que le mec, il s'est pris des balles. Donc Cynthia, c'était pas bagarre, hein, c'était assassinat. Il a pris 7 balles quand même. Il meurt à la suite de ça. Balle dans le dos en plus. Un joueur de rugby international qui s'interpose parce qu'il y a une altercation raciste entre des militants d'extrême droite du GUD, du groupe Union Défense, écoutez. Dont on sait les liens avec Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement national ne sont plus approuvés, qui décide encore une fois voilà, de faire une chasse à l'homme dans Paris, de poursuivre Federico Martin Aramburu, notamment à travers une Jeep, et de tirer à plusieurs reprises. Ah, les premiers retours médiatiques. Ah, d'accord, tu parles de ça, Cynthia. Ok. Sur lui, je crois qu'il y a 7 balles qui sont tirées. 7 balles. Là, on ne parle pas de bagarre. On ne parle pas d'affrontement entre groupes d'extrême droite et groupes d'extrême gauche, antifascistes, etc. On parle de gens qui font une chasse à l'homme dans Paris, avec des armes à feu, et qui décident de tirer à 7 reprises sur un homme. Il a parlé comme moi, frère. Il n'y a eu aucune réaction médiatique. Ouais. À l'époque. Je crois que bon, à part effectivement des médias indépendants, etc., mais je crois que le journal qui a le plus parlé de cette affaire, c'est l'Équipe, parce qu'il s'agissait d'un rugbyman international, dont les positions... Putain, je me rappelle, les mecs, quand je commençais à streamer la politique, parce que j'avais streamé aussi, j'avais streamé toute la politique Russie-Ukraine, premier tour des présidentielles et tout. Moi, quand j'avais vu cette histoire, ça n'avait pas... J'avoue que moi, je fais de la réaction politique, je regarde ce que les médias commentent, ça a pas fait un grand bruit à l'époque. Et ce qui s'est passé après, rien. Il n'y avait même pas eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale, pas de Macron qui s'indigne aussi à la télévision, publiquement, même dans la presse écrite. Ça a pas fait... Moi, ça me dit tellement rien. Ouais, bam.
merci pour le sub, Lotetri. Mais ouais, ça a pas fait. Moi, ça me dit rien. Moi, je me souviens, parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais je me souviens que c'était dans la rubrique faits divers. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Politique d'ailleurs n'était pas caché. Pas de BFM Federico TV, Martin Aramburu pas a d'équipe sur à plusieurs place, reprises pris rien. position contre le racisme, contre différentes formes de C'est fou, discrimination, etc. Je crois que c'est le journal qui en a le plus parlé. Rien. Pas un mot. Pas un éditorialiste qui vient poser la question des liens, par exemple, entre le GUD et Marine Le Pen. C'est ça. Pas un responsable politique, Emmanuel Macron ou que sais-je, qui vient quand même s'inquiéter que dans les rues de Paris, dans les rues de la capitale, on puisse tirer sur un homme à 3 semaines de l'élection présidentielle, du premier tour des élections présidentielles, où en plus on savait que Marine Le Pen pouvait potentiellement merci prendre pour le le pouvoir, sub. etc. Excuse-moi, chef. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un tournant. On s'est dit que la violence politique, c'était pas un problème dans ce pays. Merci, mon gars. Ça n'a rien changé du tout pour Marine Le Pen. Presque personne en avait parlé. C'est vrai. Putain, c'est vrai que comme ça a été médiatisé, enfin, comme ça n'a pas été médiatisé, bah du coup, les gens n'avaient aucune raison d'en vouloir à Marine Le Pen parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre le GUD et Marine Le Pen à ce moment-là. D'ailleurs, c'est peut-être. Ils ont joué à un jeu dangereux quand même, les médias. Hein. Parce que, ok, les médias, on sait tous que. Vas-y, ils ont un rôle central sur la présidentielle. Les médias ont fait preuve de mutisme sur cette affaire-là. Il y avait comme s'il y avait une volonté de ne pas mettre des bâtons dans les roues de Marine Le Pen en mode Macron, deuxième mandat, pas trop quoi. On aurait préféré Marine Le Pen. Bizarre quand même. C'est quoi le GUD GUD, c'est, je crois, c'est Groupe Union Défense. Et en gros, c'est un groupuscule d'extrême droite. Voilà. Et le mec qui a assassiné le rugbyman, alors corrigez-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est le créateur de la marque Babtou Solide Certifié, je crois, un truc comme ça. Et c'était un mec, c'est un influenceur, je crois, d'extrême droite, qui a fini en prison. Je crois que là, il a... Alors, je crois que le jugement n'a pas encore été fait. Je crois que le procès, il arrive bientôt, mais il va prendre perpète. Je crois qu'il va prendre perpète. Voilà. Le jugement, c'est en fin d'année. Merci le chat, merci. Pour toute une caste politique et médiatique. C'est Loïc Le Piol, ok, merci. Le maire merci de Saint-Brévin a été aussi une étape. Vous savez, c'est ce maire qui avait pris position, qui a décidé de mettre en avant un peu de solidarité humaine en disant qu'il allait accueillir dans sa ville quelques personnes migrantes, etc. Et l'extrême droite n'a pas supporté ça. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes de la part de l'extrême droite, de menaces de mort envers le maire depuis des semaines et des semaines. Le maire a alerté les pouvoirs publics. Pas une réponse, pas une protection, pas de médiatisation non plus, jusqu'à qu'il crame sa maison alors qu'il y avait sa famille à l'intérieur. Il y avait sa femme et ses enfants qui dormaient dans la maison lorsqu'elle a été incendiée. Ah ouais. Et ses véhicules aussi devant. Pas de réaction de la part de la classe politique et médiatique. Il a fallu que la gauche, en bloc, heureusement, aille sur place, médiatise un peu la chose pour qu'il y ait des réactions timides de la part du champ politique et médiatique. Encore une fois, ils se fichent de la violence politique. Lorsqu'on a des militants d'extrême droite qui, presque tous les mois, se font arrêter pour des projets d'attentats, qu'il y a des caches d'armes, des militants ou des candidats du RN, je pense à Claude Simquet, qui mènent des attentats, par exemple, sur la mosquée de Bayonne, qui tirent sur des personnes parce qu'elles sont musulmanes ou supposées musulmanes, qui assassinent. En fait, j'aime bien l'interview. J'apprécie l'interview dans le sens où Raphaël Arnaud, il est en train de dénoncer une classe médiatique qui sous-estime la menace de l'extrême droite. C'est très important ce qu'il est en train de faire. Hein. C'est très important cette prise de parole parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe en France. Et il y a un viewer qui l'avait écrit tout à l'heure, là je me souviens du message, il avait écrit que j'espère voir l'extrême droite dans nos quartiers. Genre dans les cités. Je pense à Saint-Denis, peut-être à Roubaix, dans les quartiers chauds de Lyon, ils sont déjà plus ou moins là, mais dans d'autres arrondissements, mais vraiment dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Moi, je me demande, c'est pas la bonne solution, la violence, évidemment, le chat, mais j'ai l'impression vraiment que nous, citoyens français, on sous-estime la menace de l'extrême droite. On la sous-estime vraiment. Vous regardez en ce moment, on est encore sous l'ère Macron, regardez l'ambiance qui règne en France. Regardez l'ambiance nauséabonde qui règne en France. Imaginez le jour où l'extrême droite sera définitivement au pouvoir, avec une Assemblée nationale majoritaire. Imaginez les pleins pouvoirs. Ça fait peur. On sous-estime vraiment le danger. Vraiment. MDR, mettez un pied dans les cités, vous allez voir. Putain. Ils s'en fichent, mais royalement. Du coup, la question qui est posée, c'est pas la question de la violence politique.
La Mais question, c'est pour ça qu'on a besoin de ces médias alternatifs, parce que je pense à Street Press, je pense à Blast, qui eux reçoivent l'argent du CNC. On sait en ce moment, là, depuis lundi, que le CNC Talent, en tout cas, est au cœur du scandale Ultia et tout, comme quoi il y a du copinage et tout. Mais on a besoin de ce financement-là pour avoir justement des médias qui parlent de la menace de l'extrême droite. C'est important. C'est important, les mecs. C'est important. Les gens, ils ont attrapé la veste de Blast parce qu'ils ont donné une tribune à Raphaël Arnaud. Mais un jour ou l'autre, il allait parler, les mecs. Un jour ou l'autre, il allait forcément parler. Vous voulez que ce soit sur quoi? Sur CNews, sur BFM TV, sur un média mainstream? Ben non, il va forcément aller sur un média alternatif. Un nouveau média. ce qui est posé, c'est l'extinction de sûr. la gauche. Et cette volonté, effectivement, de se saisir d'affaires, des fois de façon pas de grotesque et média ridicule. Je neutre, pense par les mecs, exemple mais oui. on parlait des municipalités. Le maire de Saint-Brévin, moi, ça m'a encore plus rendu dingue que là, ils viennent pointer des situations où il y a des maires qui se font huer. Bon, il y a beaucoup de bruit dans la mairie, il y a à la fois de la joie, à la fois de la colère sur certains maires, etc. Mais a priori, en tout cas, de ce que j'ai pu constater, il n'y a pas de violence physique, heureusement. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans la violence physique, évidemment. C'est rappelé par tous les responsables politiques de gauche, y compris évidemment la France Insoumise. Je ne crois pas que ça, il y a quelque chose qui déroge à la règle de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté, on a des maires qui se font cramer leur baraque, quoi. Le maire de Péage-Roussillon, aussi, moi, à Avignon. Forcément, aussi, la campagne à Avignon a été traversée par cette affaire. On a beaucoup pointé, regardé la violence de la gauche, etc., etc. Les seules violences qui ont été constatées à Avignon, par exemple, sur des élus, ça vient de l'extrême droite. Le maire de Péage-Roussillon qui s'était fait frapper dans un bar, c'était Place Pie, par des militants d'extrême droite, parce que sa fille est métisse. Enfin, ça, c'est une réalité, effectivement. Mais vous voyez, les mecs, on a des choses. Regardez, les gars, on nous a cassé les couilles. Maire de Saint-Denis, etc., etc. Le mec, il nous apprend sur la rubrique fait divers. Ça n'a même pas fait un scandale national. Un maire dont sa fille a été agressée parce qu'elle est métisse. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? J'irai pas quotidienne, mais une réalité. Ils ont cramé une boulangerie aussi durant les élections législatives à Avignon. Vous avez vu les Oui. JT débarquer à Avignon? BFM, CNews, on pointait le fait Personne. qu'une boulangerie se faisait cramer parce qu'il y avait un apprenti noir qui travaillait dans cette boulangerie, Un avec des inscriptions apprenti noir. racistes, etc., etc. Tout le monde se fiche de la violence politique en réalité. Elle vient être instrumentalisée pour éteindre la gauche, oui. Et évidemment, la gauche, et heureusement, on se battra toujours pour, ne sera jamais... Ça a l'air d'être une drôle de ville, Avignon, quand même. Hein. Avignon, maire. C'est qui le maire? C'est un maire... C'est quoi? C'est une ville de droite? C'est une ville de gauche? J'ai pas envie de dire de la divers droite. Et avant, c'était le PS. Ah ben d'accord, d'accord. Donc Avignon a perdu. Le PS a perdu Avignon. Le PS a perdu Avignon. Le maire était élu depuis 2014. Et en plus, c'était une ville qui a été récupérée. Oh putain, donc Avignon, c'était de droite. De 95 à 2014, la ville a été récupérée par le PS de 2014 à 2026 et ensuite a été perdue par le PS, divers droite. Tu mens. Tu mens. Le maire de... Mais les mecs, le maire de Avignon, c'est un ancien présentateur du journal. Arrête! Olivier Galcy, mais je le connais ce mec! C'est lui le maire d'Avignon! Mais tu mens! Mais il est connu ce mec! C'est un ancien journaliste! Mais... Quel drôle de pays quand même, hein! Quel drôle de pays! Par contre, ça me fume le nombre de journalistes qui ont une trajectoire politique. Olivier Galcy, candidat à la mairie d'Avignon. C'est lui qui a gagné Avignon. Putain, mais ça me tabasse. Incroyable. Ça se trouve, j'aurais une trajectoire similaire, les mecs. Hein. De streamer à maire, de streamer à député, il n'y a qu'un pas finalement, les mecs. Hein. Il n'y a qu'un pas, les gars. un niveau de violence politique qui est capable d'imposer l'extrême droite, et tant mieux. C'est difficilement audible aujourd'hui. Mais en gros, le sens de ce que vous explicitez, hein, dont je m'appuyais sur les chiffres, c'était pour quand même entériner l'idée que le recours effectif à la violence dans le militantisme antifasciste reste assez rare, proportionnellement au recours à la violence dans le milieu de l'ultra-droite radicale. Et ça, ce sont des données objectives. Dans tous les cas, c'est dans ce contexte tendu que le Conseil d'État va observer dans quelques jours l'appel de l'organisation donc de la Jeune Garde pour annuler la dissolution. C'est une audience.
C'est donc une audience aussi très attendue. Et qu'est-ce que, dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là que vous venez de dépeindre aussi, qu'est-ce que vous espérez? Quels arguments vont pouvoir être mis en valeur? Hmm. Oui, bon, je vous avoue que cette audience, on n'en attend pas grand-chose aujourd'hui au vu du contexte médiatique et politique qui a été posé par de nombreux responsables et la tension qu'il peut y avoir autour de tout ça. Mais par contre, évidemment, nous, on n'a pas le droit à la parole. Hein, c'est un avocat qui porte notre recours. Et par contre, ce qu'on souhaite défendre, et nous, ce qu'on souhaite défendre en réalité, c'est de ne pas raconter n'importe quoi sur ce qu'a été la Jeune Garde, sur son projet initial, sur ce qu'elle a fait, sur ses victoires, sur son travail. Déjà, effectivement, rappeler que s'il y a pu avoir des affrontements politiques, c'est vrai, ça fait partie aussi de l'histoire de la Jeune Garde, d'avoir fait face à des violences de l'extrême droite, de les avoir repoussées, évidemment pas dans les conditions de là, ce qui a pu se passer à Lyon, mais voilà, ça fait partie de son histoire, mais en réalité, c'est en termes d'équivalence par rapport à l'ensemble du travail qui a été fourni, c'est peu. La principale chose qui est mise en place par les antifascistes bien au-delà de la Jeune Garde, c'est un travail de veille sur ce qu'est l'extrême droite, d'information, de tractage, d'activités militantes classiques, nier aussi le fait que ça fait partie aussi pour nous des victoires de la Jeune Garde, mais d'avoir su retisser du lien entre les antifascistes et d'autres formations plus traditionnelles du champ associatif, syndical, politique, des organisations qui jusque-là étaient plus timides envers les mouvements antifascistes, etc. Ça a été une lutte collective en fait. C'est pas la Jeune Garde toute seule qui a réussi à obtenir la fermeture de 5 locaux d'extrême droite à Lyon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a une baisse drastique des violences de l'extrême droite. Elles existent encore, malheureusement. Je vais pas dire le contraire. Preuve en est aussi avec ce qui s'est passé récemment. Mais en tout cas, il y a une baisse drastique. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, c'est un bilan aussi qu'on vient défendre. Et plus généralement, de défendre l'antifascisme, bien au-delà de la question de la Jeune Garde. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi sur l'antifascisme. On sait que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, et ses services ont repris mot à mot les langages de l'extrême droite pour nous décrire, ont utilisé nombre d'affaires, alors des fois par exemple comme ma condamnation, sans recontextualiser, sans pointer ce qui s'était passé, sans pointer les détails de cette condamnation, etc. Mais aussi en Mais les gars, quand ils parlent de tribune, bah ouais, quotidien, tout à l'heure ils ont dit, une tribune disait quotidien dans cette interview, hâte de les voir débunk ce que Arnaud vient de dire, autrement dit, rien. Mais oui, Raphaël Arnaud, il a une tribune. Il a une tribune, mais c'est pas un gros mot de dire qu'il a une tribune en fait. Parce que là, il est en train de te dénoncer les violences de l'extrême droite, les violences des groupuscules, etc. Il est en train de t'alerter sur le danger qui va arriver tôt ou tard en France et qui commence déjà à arriver et qui est déjà présent, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais c'est une tribune pas pour se défendre là, pour dénoncer. Il regrette ce qui s'est passé à Lyon. Évidemment que si fallait choisir entre la mort et la vie pour Quentin Desranques, Raphaël Arnaud va forcément dire que j'aurais préféré qu'il reste en vie. Évidemment qu'il va pas dire tout le contraire. Il reste député, mais bien sûr. Et il reste un humain aussi. C'est pas un mec qui est dénoué de sentiments à vouloir tuer tous les néo-nazis français, genre. Tranquille. Il est réfléchi comme personnage. Tranquille. Et puis oui, quand il parle de tribune, il voulait quoi? Il voulait que l'interview se transforme en garde à vue comme d'habitude. Les médias mainstream quotidien, voulaient que Raphaël Arnaud fasse une garde à vue journalistique, des questions dérangeantes, le mec il bégaye, il est déstabilisé. Ben non, le poté il a quand même le droit de dérouler il a quand même le droit de dérouler son argumentaire, ses propos. Le journalisme mainstream n'a pas besoin, enfin le journalisme alternatif n'a pas besoin de faire les mêmes interviews que BFM TV et CNews. Désolé. Ils sont pas obligés de copier le modèle. Non. Non. Sensiblement, en allant chercher en fait tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à de la violence politique était attribué à la Jeune Garde. Avec des trucs évidemment qu'on n'a jamais revendiqués, qu'on a même des fois condamnés. Ça évidemment, nous, on se défend ensuite dans le mémoire en défense, etc. Mais ils arrivent avec une pile comme ça, donc le temps qu'on se défende sur 80%, bah, en fait, le reste passe à la trappe. Donc on se doute que cette audience devant le Conseil d'État va être, somme toute, houleuse. Elle va être dure parce que c'est pas ce qu'on risque d'entendre dans cette audience, c'est pas ce qu'on a souhaité défendre, c'est pas ce qu'on a mis en place, c'est pas notre histoire, c'est pas les choses qui ont été obtenues.
Mais en tout cas, évidemment, c'est ce sur quoi on va se défendre. Et surtout, Mais le je plus pense qu'ils important, sont encore une morts, fois, et c'est là où je pense sincèrement ce que je disais au début de cet entretien, mais Ah, ils sont morts. En vrai, pour résumer, je pense que vous avez compris dans l'interview, mais ils ont contesté la dissolution de la jeune garde devant le Conseil d'État. Donc là, il y aura le verdict, il y aura la défense, puis le verdict pendant l'été, je crois, hein. Été, printemps. Plus été, je crois. J'ai pas la date exacte. Mais tout ça pour dire que là, il vient pas avec un dossier en béton armé. Je ne sais pas si contre toute attente, l'État, enfin le Conseil d'État va annuler la décision de la dissolution. Ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'il y a 1% de chance que Raphaël Arnaud soit vainqueur de cette histoire. Mais tout ça pour dire que, waouh, ça va pas être facile de défendre le dossier, hein. Ça va pas être facile du tout, du tout, du tout. By the way, c'est quand que l'essence descend? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que l'essence va passer sous la barre des 2 euros, mon frère. Je ne sais pas, mais je le souhaite quand même. Mais je pense que les médias, ils seront peut-être focus sur Trump et sur Raphaël Arnaud, peut-être. On sait pas. On sait pas, on sait pas.